J'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Janson. Bonjour Nathalie, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très On vous bien. entend, on vous voit. Magnifique, merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes, docteur en économie, professeur associé à la Neoma Business School, donc à Rouen, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. C'est ça? Et vous avez fait une thèse, consacrée à une question on ne peut plus technique, parce que vous avez fait une thèse consacrée à la question de l'évolution du ratio de fonds propres bancaires dans une perspective historique comparant la France et les États-Unis. Là, comme ça, pour l'auditeur, ça peut sembler un peu aride, mais justement, on va voir un peu quel est le lien avec les questions de liberté, plus fondamentales qui nous occupent. Et aujourd'hui, je vous reçois pour parler de crypto-monnaie parce que c'est un thème qui est particulièrement, médiatique en ce moment, notamment à cause du prix du bitcoin, la principale crypto-monnaie qui a atteint et dépassé et puis, redescendu juste en dessous de 60 000 par bitcoin. Donc voilà, c'est l'occasion pour nous de réfléchir sur ce qu'est bitcoin et ce que cette monnaie peut comporter de dimensions, conformes aux valeurs libérales et conformes peut-être à une forme d'efficacité économique qui permettrait de réformer ou de remplacer le système bancaire. Donc, j'aimerais qu'on en parle dans la demi-heure qui vient et peut-être avant de parler des cryptomonnaies elles-mêmes, je crois qu'il est important et moi, c'est souvent comme ça que je procède, quand je parle de ce sujet-là. Il est important de comprendre, quels sont les défauts des monnaies actuelles et du système bancaire actuel. Donc vous qui avez une perspective un peu hétérodoxe sur la question, parce que finalement, vous n'êtes pas si nombreux chez les économistes de la banque à remettre en cause le principe, par exemple, du monopole des banques centrales ou des réserves fractionnaires ou ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on peut reprocher aujourd'hui au système bancaire et monétaire qui justifierait de s'intéresser aux crypto-monnaies? Alors le système monétaire, et système bancaire en fait hérite d'une longue tradition en fait de connivence entre l'État et les banques. Voilà, c'est né il y a très longtemps, c'est ce qui a donc produit, souvent les banques centrales. Alors on y a trouvé des motifs, plus ou moins différents selon les pays, mais disons qu'en fait en général, le principe est assez simple. Les banques centrales sont nées pour faciliter en fait le financement de l'État. Et à partir de là, on a non seulement elles ont permis de faciliter le financement de l'État, mais en plus, souvent, s'en est suivi un jeu assez malsain entre les banques et les autorités monétaires qui font qu'en fait, elles sont protégées de fait par les autorités monétaires et elles s'en plaignent en même temps. D'accord. Donc, c'est un peu ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des banques qui sont sous des contraintes réglementaires relativement élevées, hein, si on les compare par rapport effectivement au siècle dernier, elles ont beaucoup de contraintes. Mmh mh. Et d'ailleurs, ça produit beaucoup d'emplois. Donc, on peut remercier les régulateurs pour produire un nombre d'emplois très élevé dans le domaine bancaire. C'est vrai. Voilà, puisqu'en fait, si vous regardez les organigrammes de banque aujourd'hui, en fait, vous pouvez y lire BAL, en fait, la réglementation de BAL Voilà, a BAL justement 1, BAL 2, BAL assuré. 3, bientôt BAL 4 sur vos écrans. Voilà. Donc, moi, en fait, comme je suis, voilà, j'ai l'âge que j'ai. En fait, moi, j'ai commencé au tout début, avant que BAL ne soit imposé. C'est pour ça que c'était le titre de ma thèse un peu long, parce qu'en fait, c'était une analyse critique de ce qui allait se passer au niveau, voilà, au niveau de BAL. Donc voilà, donc c'est un système un peu particulier, puisqu'à la fois, on va avoir des banques qui vont se plaindre de la réglementation, mais en même temps, c'est le prix qu'elles payent pour en fait être protégées en même temps par les autorités. Donc, cette combinaison, elle parfois donne évidemment des crises. Et ces crises, C'est-à-dire protégé par les autorités, je me permets de vous couper oui, pour être sûr qu'on se comprenne, protégé par les autorités, protégé de la concurrence des autres institutions qui pourraient assurer des mécanismes de prêt ou oui. protégé en cas de faillite, ou Oui, c'est peut-être les ça. 2. C'est-à-dire qu'en fait, alors il y a différents niveaux, hein, puis ça dépend des pays également. Mais en particulier, ce qui est important à noter, c'est dans les cas de crise, effectivement, lorsqu'il y a des crises importantes, on voit bien qu'en fait, enfin, le gouvernement ou les autorités monétaires en général, eh bien, ont du mal en fait à ne pas leur prêter main forte. Et Mmh. même dans la crise de 2008, où on a eu ce fameux exemple de Lehman Brothers qui a donc été laissé tomber par la Fed. Bon, déjà, il n'y avait pas d'urgence à ce que la Fed les aide en première instance, puisqu'en fait, c'était une banque d'investissement et que dans le spectre, on va dire, normalement, c'est surtout les banques commerciales
qui sont les premières à être aidées par les banques centrales. Oui, celles qui ont Et l'argent des voilà, déposants, quoi. des déposants, puisque on suppose que les déposants n'étant pas voilà, des investisseurs avertis, voilà, leurs dépôts n'ont pas à être exposés au risque de faillite. Mmh. Mais effectivement, dans le cas de Lehman, donc il y a bien eu, là, effectivement, la Fed a dit non, là, je n'interviens pas. Mais aujourd'hui, on sait aussi, enfin, je pense que le marché, les investisseurs savent très bien qu'ils ont regretté amèrement leur décision et qu'il y a peu de chances que si la situation se reproduise, on prenne la même décision. Voilà. Oui, Donc, j'avais vu, un documentaire il y a peu de temps, qui était passé, je crois, sur Netflix, qui s'appelait Panic, The Untold Story of the 2008 Financial Crisis et qui montrait, qu'en fait, Lehman Brothers, on avait même essayé de la sauver, mais je crois que c'était pas une décision finalement, il ne s'était pas dit: «On va laisser tomber Lehman Brothers». Je crois qu'il y avait eu, une histoire avec le gouvernement britannique qui refusait de payer sa part en quelque sorte du sauvetage et ou de laisser, je crois que c'était la Barclays qui devait, participer au rachat de Lehman et voilà, le gouvernement britannique n'avait pas voulu laisser faire. Mais enfin, j'ai l'impression que c'était un peu un accident finalement plutôt qu'un oui, exemple. Alors que moi, j'avais cru oui. comprendre jusqu'ici qu'on avait voulu faire un exemple, Alors, avec on a voulu au début effectivement essayer quand même de faire un exemple, puisque déjà les banques d'investissement avaient été aidées les mois précédents en fait la chute de Lehman, et, mmh, l'argument était le suivant, c'était de dire voilà, des banques d'investissement, c'est celle qui a poursuivi sa stratégie, puisque bon, elle était relativement agressive en termes de risque, Lehman Brothers, par rapport aux autres, je veux dire. Et donc, voilà, on s'était dit, bah, voilà, on lui a donné des chances, elle n'a pas saisi ses chances comme il faut. Et bien voilà, maintenant, elle mérite son sort. et les réglementations qui ont suivi la crise de 2008, moi, je les ai souvent entendues critiquées chez les libéraux, mais est-ce qu'il n'y avait pas quand même, une logique à dire, par exemple, on va séparer les activités de banque d'investissement des activités de banque de dépôt? Alors je sais que c'est bien plus complexe que ça, les régulations qu'il y a eu, mais notamment, les régulations, Dodd-Frank. Est-ce qu'il y avait des bonnes choses dans ces nouvelles réglementations et est-ce qu'elles ont produit les effets escomptés ou est-ce qu'on est aussi fragile quasiment qu'en 2008, par rapport à ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Alors, aussi fragile, je dirais pas, parce qu'on a balayé une question importante qui était celle de la définition des fonds propres, Oui. qui était pour le moins, en fait, qui avait été dans la réglementation la partie la moins travaillée de Bâle. Autant Bâle avait beaucoup travaillé sur les histoires de risque et de comment on calculait le risque et comment on laissait les banques gérer leurs risques éventuellement avec des modèles sophistiqués. Mais on n'avait pas tellement, enfin voilà, on avait juste, on avait travaillé sur les fonds propres, mais sans plus. Et effectivement, les fonds propres tels qu'ils étaient tel qu'il était possible de les calculer en fait sous les premiers balles, finalement se sont révélés être une définition trop large et donc pas assez efficace en cas de crise, puisqu'en fait, dans le cas de crise, il faut surtout des fonds propres mobilisables, c'est-à-dire en fait des actions, quoi, tout simplement. Et en fait, Ouais. ce type-là était finalement pas si élevé, et on s'est rendu compte que c'était problématique. Donc là, le mérite effectivement dans cette dernière version, c'est d'avoir vraiment focalisé sur la partie dure, ce qu'on appelle la partie dure des fonds propres, et donc de les avoir réellement renforcés par rapport à ce qui existait auparavant. Voilà, donc ça c'est un mérite. Maintenant, le problème de Bâle, de l'approche de Bâle, de toute façon, c'est en fait, c'est une approche par les risques où on va laisser, parce que comme les autorités sont quand même pas non plus, voilà, ils ont quand même une certaine intelligence, même si voilà, c'est des régulateurs, mais enfin, voilà, ils ont quand même une certaine intelligence par rapport à la gestion des risques. Ils ont bien compris que les banques étaient quand même mieux placées que les régulateurs pour le faire eux, pour le Ouais. faire de leur côté. Mais en même temps, c'est un jeu. C'est un jeu sans fin, parce que on sait très bien aussi que la façon dont les banques vont calibrer leur modèle, eh bien, va échapper, ils vont tenter d'échapper en fait enfin, ils vont le calibrer de façon à ce que ça les avantage aussi. Donc, c'est un peu je dirais la limite de l'exercice, c'est-à-dire qu'à force de vouloir calibrer des modèles et de laisser les banques calibrer les modèles, en fait, les modèles sont difficilement comparables entre eux. Et puis, Mmh. en plus, la façon dont ils sont calibrés eux-mêmes fait que on n'est pas sûr d'avoir vraiment bien contrôlé le risque non plus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les arbitrages réglementaires, hein, c'est le problème de l'arbitrage réglementaire. Et ça, c'est une des faiblesses de Bâle, je dirais, c'est impossible d'y remédier. Et on a laissé, je pense, à moi, la partie que je trouvais plus intéressante, on l'a un peu laissé tomber, c'est-à-dire comment effectivement responsabiliser les banques dans leur prise de décision
Et ça, sur ce volet-là, en fait, on n'a pas tellement travaillé, on n'a pas tellement avancé, puisque, elles sont pas plus responsables aujourd'hui qu'elles ne l'étaient, hier. Bon, on a tenté effectivement d'avoir, les fameux, on va limiter pour essayer de ne pas socialiser les pertes, puisque c'était le grand reproche de la crise de 2008, hein, c'était la Oui, privatisation des profits et la socialisation des pertes. Donc là, cette fois-ci, on fait en sorte que les créanciers privés soient, réellement, enfin répondent en fait des dettes, des mauvaises décisions prises par les banques. Parce oui. qu'effectivement en 2008, quand on regarde qui paye effectivement par exemple les détenteurs d'obligations, n'ont pas été affectés par, la crise en fait, donc ça veut dire que les créanciers privés ne sont pas en fait, n'épongent pas les dettes, et donc ça veut donc bien dire que lorsqu'ils achètent des obligations de banque, ils se disent que finalement il ne reste pas grand-chose. Or, il faudrait qu'ils se disent qu'il risque quelque chose pour pouvoir, effectivement, faire payer le risque, selon l'évolution en fait des prises de décision des banques. En fait, c'est ça qui manque dans le système qu'on a actuellement, c'est que finalement, on s'aperçoit que le secteur bancaire est considéré par les investisseurs comme un secteur qui, malgré tout, reste avec une protection, et donc ça empêche en fait l'évaluation du risque correcte de ces acteurs-là. Voilà. Oui, donc Donc en là, fait, il manque encore le côté, voilà, enfin la possibilité de faire faillite, de perdre son argent, c'est ouais, encore quelque chose qu'on n'a pas, ouais, ouais. comment qui est pas encore suffisamment vrai dans Voilà, le et marché. donc pour le moment, effectivement, ils ont élaboré cette, dans beaucoup de pays, donc en Europe en particulier, mais aux États-Unis, c'est pareil, cette idée que les créanciers maintenant paieraient pour de vrai. Enfin, je pense qu'on attend vraiment le premier exemple pour savoir ce qui va se passer. Et pour le moment, il n'y a quand même pas eu des exemples très, très probants, puisqu'il y a Oui, eu un cas de banque italienne, mais finalement, comme c'était très compliqué, parce que c'était des détenteurs d'obligations, mais qui étaient à nouveau aussi des parties, enfin, c'était des sortes de mutuelles, donc en fait, on pouvait difficilement les faire, en fait, leur faire peser les pertes sur eux. Donc, du coup, à la fin, c'est quand même l'État italien qui est intervenu. Donc, en fait, je pense que le problème, il est là. C'est vraiment le fait que la responsabilité pèse sur les banques lorsqu'elles prennent des mauvaises décisions. Et pour le moment, on n'a pas encore trouvé la bonne formule. En tout alors cas, ju et justement pour les personnes maintenant qui ont été dégoûtées par la crise de 2008 et qui se rendent compte qu'en 2020, on a l'air de foncer dans le mur et qu'on ne fait pas grand-chose pour changer de direction, qu'est-ce que ça représente comme alternative, les cryptomonnaies? Est-ce que, déjà vous, comment vous avez vu ce phénomène arriver? Comment vous l'avez jugé au départ? Et est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de viable? Est-ce que ça a un intérêt? Et quelles sont peut-être ses limitations aussi? alors l'idée enfin le projet des crypto-monnaies, effectivement, lui, il datait évidemment pas de 2008, parce que voilà, ce genre de projet technique n'a pas émergé comme ça. Oui, on se doute, mais enfin, Voilà. en même temps, on a du mal à savoir puisque on voit Oui. apparaître le papier de Satoshi Nakamoto en 2008. Bon, même Bon, s'il y avait eu des il y a eu des réflexions sur ce précédents. sujet, Donc, mais comme il y a voilà, eu il y a eu des quelques précédents précédents, quand bon, même. je pense que voilà, ils y songeaient sans doute, hein, puisque de toute façon, Oui, vous avez, bon, en particulier aux États-Unis, ça fait quand même longtemps qu'on essaye de créer des monnaies qui échappent à l'État, parce que voilà, parce qu'aux mmh, États-Unis, ce mouvement est beaucoup plus. Je veux dire, en France, on apparaît comme un éluberlu, hein, quand on dit que ouais. l'État est la monnaie. C'est pas du tout. On peut avoir des monnaies sans État. Voilà, on se fait quand même relativement. On nous rit au nez, hein, enfin moi j'en ai Voilà, fait aujourd'hui, l'expérience quoi, vraiment, il a rien c'est à peu compris. près ça quoi. Voilà, c'est quand même extrêmement pas du tout ancré dans la tradition française que de penser Mmh. qu'éventuellement la monnaie n'est pas le produit de l'État, mais que c'est justement un besoin transactionnel. Voilà, on résout des problèmes. Enfin, c'est comme ça qu'il a émergé historiquement. C'est sûr que Bien l'État y sûr. a mis son grain de sel très très vite, parce qu'il avait un intérêt à le faire, puisque du coup, Oui, là, on le comprend aussi. Mais néanmoins, la monnaie peut exister sans l'État. Donc aux États-Unis, comme cette tradition est plus ancrée, vous avez eu des expériences précédemment qui ont fait qu'effectivement, il y avait déjà un terreau favorable. Donc, la crise aidant, effectivement, il y a une accélération du projet, sans doute, de faire émerger quelque chose de différent, avec vraiment une volonté, effectivement, de s'inscrire dans. On est en rupture, parce que déjà, en fait, on va remettre en cause, enfin en tout cas moi c'est comme ça que j'interprète, donc j'aime bien l'interpréter, donc peut-être que c'est un prisme personnel, mais j'aime bien y voir aussi une limite justement de ce système pyramidal. C'est-à-dire qu'en fait, le constat, c'est que le système bancaire pyramidal, tel qu'on le connaît, puisque c'est comme ça qu'il est construit, en fait est à ses limites, parce que la complexité de l'activité bancaire fait que le régulateur ne peut absolument pas
être capable de comprendre et d'appréhender Ouais, correctement c'est ça qui me semble, c'est cette qu'il y a peu de gens voilà, qui comprennent réellement comment ça marche. Je exactement. vois Donc parfois même des spécialistes discuter entre eux, chacun comprend bien une partie du oui, système, mais oui, l'ensemble est tellement complexe qu'on oui, a du mal, par exemple, à comprendre ce qui pourrait se passer en cas de crise globale. Bon, c'est un peu vrai aussi dans les crypto-monnaies où là aussi, il faut être très oui, technique pour tout bien oui, oui. comprendre, mais c'est Voilà. vraiment un monde de spécialistes, quoi. Exactement. Donc en fait, je pense que c'est bah, partant de ce principe, leur idée, c'était de se dire, bah voilà, comme de toute façon, le système pyramidal est au bout, on va proposer un système qui est plus pyramidal. Donc on va proposer un système lean, si on veut, voilà, si on veut Mmh. associer l'image, qui est beaucoup plus compatible avec le développement des apps, voilà, parce qu'on est dans un système en fait décentralisé ou voilà, qui va marcher sur une base complètement différente. Et c'est pour ça qu'ils arrivent avec cette proposition radicalement différente, avec un système décentralisé et avec donc un paiement direct et qui pourra quand même être vérifié. Donc en fait, il y aura une sécurité quand même des transactions. Il y aura pas plus de problèmes qu'il y en aura même moins, même Oui, les si transactions ne sont pas réversibles voilà, du tout, exactement. donc Puisque voilà. là, du coup, les transactions, pour le coup, sont aucunement réversibles et aller la falsifier au moment de la validation de la transaction, c'est très compliqué dans le cas du C'est Bitcoin. com C'est même quasiment ouais. impossible. Alors qu'effectivement, dans nos systèmes, ça existe. Ça vous est déjà arrivé de vous faire prélever 2 fois un paiement, ou enfin bon, voilà, ou qu'un paiement ne soit jamais arrivé jusqu'au bout. Bien sûr. Et ça fait partie des choses qui peuvent arriver. Et c'est vrai que là, on avait donc une proposition radicale qui permettait de vérifier la transaction en même temps que elle évitait ce côté pyramidal en fait du système. Et donc, elle échappait au système. En même temps, sans volonté vraiment d'ailleurs d'être complètement anonyme, hein, puisque contrairement effectivement à ce qu'on peut mettre en avant, c'est pas totalement Oui, anonyme. c'est C'est pseudonyme, on va compliqué. dire Voilà, et il y a c'est pseudonyme des plus qu'anonyme. ouais. Alors, je suis bien d'accord avec vous, pour aller retrouver les personnes, c'est plus compliqué, mais enfin, comme Ouais, beaucoup, mais ça se voilà, fait, mais c'est ça se fait. Et ouais. puis, de toute façon, il y a quand même une bonne partie des gens qui ne sont pas directement insérés dans le Bitcoin et qui l'utilisent via les plateformes. Et là, on vous retrouve très facilement quand vous utilisez voilà, via les plateformes, puisqu'elles respectent tous, en général, puisqu'elles veulent être insérées dans le système institutionnel. Donc, l'ensemble, en fait, respecte la déclinaison de l'identité. Donc, on sait très bien qui vous êtes derrière le compte que vous détenez là-bas, en tout Ouais, cas. bien sûr et le titre de votre intervention, c'était, la 2021, l'année de tous les dangers. Est-ce qu'on parle de tous les dangers pour les cryptomonnaies elles-mêmes ou au contraire plutôt pour les monnaies d'État qui sont menacées par la valeur qu'ont pris les cryptomonnaies? Et d'ailleurs, ça me permet de poser la question en même temps, est-ce qu'on est dans une bulle ou pas à 60 000 alors que quasiment personne ne l'utilise dans des transactions quotidiennes? Bon, je veux bien qu'il y ait la promesse de la protection contre l'inflation et cetera, mais quand même quoi, c'est ouais. Bah, alors là, pour le coup, effectivement, c'est hyper difficile de dire. Alors, dans une bulle, on va essayer de prendre les choses une par une. Alors, le Bitcoin a une valeur qui, effectivement, s'est accélérée, et c'est indéniable. Est-ce qu'effectivement, il y a une bulle? euh, il y a de fortes chances qu'il y ait une partie des achats de Bitcoin qui soient liés aussi au fait que dans nos systèmes actuels, on a une liquidité très abondante avec, comme vous savez, beaucoup de rendements négatifs. Donc, bien évidemment, comme là, on a affaire à quelque chose de nouveau, qui a un rendement plus, qui peut s'insérer dans des portefeuilles. Bon, bah voilà, moi, je peux pas vous dire si c'est une bulle ou pas, puisque de toute façon, il est, comme Oui, vous l'avez dit, le la principe partie d'une bulle, on peut pas le transactionnelle, prévoir, ouais. voilà, et la partie transactionnelle, elle est encore faible. Elle augmente néanmoins, il ne faut quand même pas non Mmh. plus sous-estimer, mais Ouais. il est vrai que la partie transactionnelle demeure néanmoins faible. Alors effectivement, il y a eu des nouveaux acteurs cette année, il y a une plus grande utilisation du Bitcoin dans les portefeuilles, ça par contre c'est sûr. Donc Oui. effectivement, est-ce que il y a cette bulle, comme il peut y avoir une bulle un peu sur les marchés financiers, parce que c'est les premiers à recevoir la liquidité de la banque centrale, et donc c'est là où la liquidité semble tourner, quoi, en gros. Oui, ça, on peut pas le nier. Maintenant, il y a quand même aussi des acteurs qui se positionnent. Vous avez PayPal qui s'est positionné quand même, ça a été un événement assez important cette année. Vous en avez d'autres qui commencent à se positionner, comme Mastercard qui aussi se positionne, alors qu'avant ils ne se positionnaient pas. Donc on voit bien que le Bitcoin
quand même a l'air de remplir en fait certaines, en tout cas une certaine des attentes, et donc on ne peut pas le négliger non plus. C'est vrai que les crypto-monnaies ont un avantage non négligeable en termes de transactions, sur des transactions internationales, hein, puisque là, par rapport à nos systèmes, à nous, Oui, ils sont c'est beaucoup plus efficace qu'un gros virement, oui, entre banques à l'international. Par contre, voilà, c'est pas assez efficace pour payer son café. C'est vrai qu'on se situe à exactement. cet endroit bizarre où c'est bien meilleur que le système Mmh. bancaire sur certains aspects et Oui, bien enfin, beaucoup moins bien sur d'autres, oui, tout et à fait. notamment sur les aspects qui concernent plus le citoyen au quotidien, quoi. Exactement, exactement, et donc là, effectivement, on n'y est pas encore, et puis, effectivement, il y a aussi toute la dimension des de la nouvelle, donc de tout ce qui est, nouvelle finance, décentralisée, qui aussi qui se bâtit, en fait, sur les crypto-monnaies. Alors évidemment, pas seulement sur le bitcoin, il y a l'Ether qui est lui, très très utilisé aussi, mais du coup, ça participe effectivement à la demande de ces crypto-monnaies. Parce que pareil, l'Ether a totalement explosé, cette Absolument. année, hein, c'est Oui, qui est donc plus adapté que le bitcoin, je crois, aux applications de finance, quoi, oui, réellement, tout à fait. Oui, oui, aux prêts, de pair à pair et exactement. à Oui, oui, toutes ces choses-là. exactement. Donc effectivement, on reste un peu, c'est compliqué de je lisais il y a peu de temps, il y a des tentatives, puisqu'effectivement les analystes ont besoin de modèles, ils aimeraient savoir, quelles recommandations donner, et effectivement, ils sont très perdus avec le bitcoin puisque, il est compliqué d'avoir un modèle de bitcoin qui puisse On n'a tenir pas la de route modèle. puisque, en fait, il y a pas de modèle. Voilà, Mmh, donc bien sûr. Et comment expliquer que les États n'aient pas encore plus sévi? Pourquoi est-ce que c'est pas déjà interdit? Parce que moi, il me semble, mais c'est peut-être parce que justement, moi, je suis de formation économique comme vous, la simple existence du bitcoin est une menace mortelle pour le fonctionnement des États qui aujourd'hui ne survivent que par la dette. Si demain, en fait, on ne peut plus, obliger les agents économiques à racheter les dettes, des États dont on sait très bien qu'ils ne vont pas les rembourser, au bout d'un moment s'ils continuent sur cette voie, je veux dire, voilà, avoir une porte de sortie du système, ça constitue une menace mortelle pour ce système. Comment est-ce qu'ils n'ont pas identifié suffisamment la menace ou est-ce qu'ils procèdent par étapes? Comment se fait-il qu'on puisse encore toucher au bitcoin, quoi, aujourd'hui? Oui, alors, bah, en fait, je pense que bon, il y a des États qui se sont positionnés contre, hein, comme, la Chine, très fortement, hein. Mais Ouais. bon, ça n'empêche que même si vous positionnez contre, ça c'est difficile de l'interdire tout court. Puisque de toute façon, même si vous avez, voilà, si vous voulez vous l'interdire, ils peuvent pas l'interdire complètement. Ils peuvent interdire les acteurs nationaux de le proposer, voilà. Donc effectivement, en Chine, vous n'allez pas avoir Mastercard qui va le proposer sur sa carte de paiement. Voilà, ça c'est possible. PayPal, pareil, mais bon, voilà, c'est pas le sujet pour la Chine, mais ça veut dire ça, l'interdire. Mais après, vous pouvez quand même l'utiliser pour des utilisations qui ne seront pas liées effectivement au commerce physique dans votre pays. Donc déjà, c'est compliqué de l'interdire. Deuxièmement, je pense qu'il ne s'en sentirait pas menacé du tout au démarrage, parce que Oui. déjà, ils considèrent que ce n'est pas une monnaie, hein, puisque effectivement, avec leurs critères très, très administratifs, pour eux, une monnaie, c'est ce cas, voilà, ça a trois fonctions. Donc, comme c'est le moyen, enfin, l'unité de compte, moyen de paiement et réserve de valeur, hein, Oui, comme tout le monde l'a appris dans son cours de monnaie banque, voilà, c'est ceux qui ça. ont un parcours d'économie, hein. Et pour eux, c'en est pas une. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Banque centrale européenne, d'ailleurs, elle, plus que même que la Fed, se met enfin, fait un point d'honneur à dire que c'est un crypto actif et non pas une crypto-monnaie. Oui, Donc pour eux, c'est voilà, et c'est pas une monnaie, donc de toute façon, voilà, ça représente très peu de gens. C'est des contestataires, des geeks et de l'économie illégale, puisque bon, oui, ça, ils aiment bien le souligner, voilà, insister dessus, oui. voilà, le discours servi par Madame Lagarde encore récemment, bon, ça quand même, ça devient un petit peu, je trouve, voilà, un petit peu exagéré, parce que bon, même si c'est toujours effectivement une monnaie qui est utilisée, parce que c'était sans doute une des plus grandes innovations depuis le cash pour Bien l'économie sûr, illicite, hein, c'était sans doute pour bien eux sûr. une nouveauté, voilà. Beh,
Même Mais si, bon, je crois qu'on retrouve des traces de cocaïne sur plus de 90% des billets voilà, verts, hein, il me semble. c'est Enfin, ce que c'est ce que j'avais envie de lui répondre. Bon, je n'utilise pas Twitter moi-même, mais c'était ce que j'avais envie de lui répondre, de lui dire, vous savez, l'argent de la drogue, c'est quand même le dollar en premier lieu, et puis le Bitcoin quand même de très loin. Donc je trouve que c'est vraiment, c'est dommage en fait de perpétuer voilà, cette espèce de fantasme sur le Bitcoin, monnaie de l'illégalité. Et effectivement, comme le nombre d'utilisateurs est faible et que son utilisation dans les transactions réelles est faible, bah, les banques centrales se sont dit, bon, bah, on va regarder, mais il n'y a pas de menace. Et la vraie menace, elle est vraiment venue bah, là où ils ont pris la mesure de ce que signifiait en fait le développement, le bouillonnement en fait dans les innovations de paiement. Ça a vraiment été le coup de massue avec le projet Libra. C'est là où ils ont oui. pris la mesure. Je pense que avant, non. Après, ils se sont rendus compte que finalement, il y avait plein d'innovations de paiement, que ces innovations de paiement, finalement, elles pouvaient finir par leur faire échapper le contrôle sur leur propre monnaie. Parce qu'à force de laisser les, euh, les, les, les sociétés de services de paiement créer des nouveautés, et bien peut-être qu'un jour, elles se retrouver finalement sans cash et puis pas vraiment d'alternative. Voilà. Oui, Donc, donc voilà, c'est ça. oui, Finalement, ceux qui sont le mieux placés par rapport aux consommateurs et à la réalisation de ces transactions peuvent de fait créer leur monnaie plutôt que d'utiliser en fait oui, une monnaie soumise à de très fortes réglementations et surtout une monnaie peut-être enfin, qui inspire de plus en plus de méfiance de la part des acteurs économiques. Euh, voilà, ça peut aussi pousser à utiliser les crypto-monnaies. Et est-ce que vous pensez que les crypto-monnaies, ça peut constituer justement une sorte de garde-fou pour les gouvernements, une incitation à gérer de nouveau leur monnaie de manière un peu plus saine? Parce que depuis les années 70, il y a eu la rupture avec l'or. Maintenant, on a même cette espèce d'abandon de l'objectif de stabilité des prix. Est-ce que ça peut changer les choses, le fait d'avoir la simple menace des crypto-monnaies et de leur existence? alors, normalement, oui, je dirais. Ça devrait, en tout cas. Sur le coup de Facebook, ça a été clair. Maintenant, est-ce que ça va aller vers un mieux? Bah, j'en suis pas persuadée complètement, parce que comme on est dans un système qui, comme vous l'avez remarqué, est totalement déchaîné aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, comme on n'a plus de lien, on n'avait plus de lien avec l'or, on vient de Mmh. découvrir que finalement, quand on a besoin de beaucoup d'argent, bah, on peut faire ce qu'on veut. En Oui, fait, j'ai l'impression que c'est ça. c'est On n'osait pas trop le faire, en fait, depuis les années 70. On pouvait le faire techniquement, mais enfin, on s'était lié par des traités, voilà, des règles, et cetera. Là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils innovent, puis alors toujours en trouvant des noms, assez fantastiques. Alors, voilà, genre le quantitative easing, voilà. comment ils appellent? Le Adjustable PPP, inflation rate ou je sais pas quoi. Enfin, voilà, ils donnent toujours des noms qui sonnent très, très oui, scientifiques, oui. mais en gros, c'est, «J'imprime du pognon», quoi, hein. Enfin, je Ben, ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, comme en fait, ils peuvent tous faire la même chose, finalement, comme ils font tous pareil en même temps, bah ouais. voilà, en fait, on remarque pas la différence. Et c'est vrai qu'on est dans un système aujourd'hui qui peut effectivement sembler sans limite. Et c'est bien, voilà, ça peut être problématique pour le futur, parce qu'on se demande comment on va remettre une limite là-dedans. Et le fait que ces alternatives existent, de toute façon, ont le mérite d'exister. Je pense que ça permettra, si jamais ça tourne mal, d'avoir une porte, en tout cas une bouée de sauvetage pour le système. Mais je ne suis pas certaine que les États aient vraiment peur, enfin, aient plus peur que ça. D'accord. Bon, peut-être qu'ils devraient, mais enfin qu'ils ont pas qu'ils ont pas peur Voilà. plus que ça. Ouais, surtout Bon, qu'ils ont réussi à mettre au pas Facebook. Donc, oui, oui, à mon avis, après ça, ils se sentent, tout puissants. Mais justement, c'est ouais, peut-être pas Facebook qui les tuera, ce sont peut-être les petits geeks derrière leurs ordinateurs. exactement. On verra bien. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup Nathalie, Merci. Nathalie Janson d'avoir été avec nous.